Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la régression logistique avec Python. Python et le package scikit-learn. Alors, ça fait un moment déjà qu'on travaille sur la régression logistique. On a une série de vidéos là, qui sont en ligne ces derniers temps. J'étais à fond dedans. Et j'avais au départ travaillé sous R principalement, parce que c'était cadré avec un cours que je faisais à l'université. Et bien sûr, je ne veux pas qu'on travaille que sous R. Je ne veux pas qu'on soit prisonnier d'un outil, ça je le dis tout le temps. Et j'ai commencé à diversifier à partir de cette vidéo-ci, où j'utilise Tanagra Excel d'abord, puis SAS, puis Dyn. Et aujourd'hui, donc, nous allons travailler sous Python. Python avec le package scikit-learn. Il faut toujours préciser quel package on utilise. Il y a beaucoup de packages qui permettent de réaliser une régression logistique sous Python. Et ben, c'est à nous de voir quel est le package le plus adapté, et ainsi de suite, et étudier le comportement de ces packages-là. C'est ça l'idée. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas clôturer cette série de vidéos sur la régression logistique sans le faire sous Python. Python, aujourd'hui, est un outil privilégié dans le domaine du machine learning. On le met souvent en avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, c'est un outil comme un autre. Tout simplement, j'essaie de trouver l'outil le plus adapté par rapport à l'objectif pédagogique du cours, par rapport aux contraintes que j'ai, par rapport aussi au type de formation auquel je suis et dans laquelle j'interviens, et puis par rapport aux objectifs tout simplement que je me fixe quand je travaille avec les étudiants. Voilà. Sachant que souvent, en tout cas ce que je fais dans le Master 6, c'est que j'utilise les outils de manière indifférenciée. Comme ça, les étudiants doivent pouvoir s'adapter. Je dis, aujourd'hui on travaille sous R, aujourd'hui on travaille sous Python, aujourd'hui on va utiliser tel outil. Normalement, les étudiants doivent s'adapter. Alors, bien sûr, répéter bêtement ce qu'il y a dans une des vidéos, là, refaire les traitements tels quels, c'est pas trop mon truc, là, donc il fallait trouver un élément de différenciation, et j'ai décidé dans cette vidéo aussi de travailler sous Python, on est d'accord, avec le paquet scikit-learn, on est d'accord une fois, et je vais essayer de mettre le focus sur la sélection de variables. Alors, la sélection de variables est une tâche très importante en machine learning. Vous avez un nombre de variables candidates qui peut être très élevé. Il faut choisir les variables les plus pertinentes, les plus pertinentes et non redondantes. Voilà. Alors, c'est pas trivial en fait comme travail, et il y a différentes approches possibles. Alors ça, j'en ai parlé déjà ici dans cette vidéo aussi. J'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1 avec un outil très simple, c'est StepAIC à l'époque, sous R. GLM, c'était pas IC. Ensuite, je suis allé plus loin dans cette vidéo aussi, où l'idée, c'est de trouver un ordonnancement des variables qu'on va présenter ensuite par la suite et à l'algorithme machine learning et mesurer ses performances. C'était ça l'idée. C'est ce qu'on voit ici. Et dans cette vidéo aussi, ce que j'avais fait, la vidéo là qu'on voit là avec la souris là, l'idée c'est que je triais les variables dans un premier temps en utilisant un critère ad hoc, c'est l'incertitude symétrique, une forme de corrélation entre guillemets entre chaque variable explicative et la variable cible. Et une fois que j'ai créé cet ordonnancement-là, voilà, je les soumettais à l'algorithme machine learning et j'évaluais les performances en utilisant la validation croisée. C'était ça l'idée. Une sorte de wrapper. Et ce qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle on trie les variables d'abord pour ne pas avoir à tester toutes les configurations possibles. C'est ça l'idée. C'était ça l'idée ici. Ensuite, il y avait une autre idée qui était dans Nime cette fois-ci, où on avait à peu près les mêmes idées, on avait le même schéma, sauf que cette fois-ci, on n'a pas d'ordonnancement de base, on a un algorithme tout simplement, c'est l'algorithme forward, tout simplement. Voilà, il va chercher le meilleur sous-ensemble en prenant d'abord la meilleure variable en termes de performance, et ce qui était mis en place, c'est que l'échantillon d'apprentissage était lui-même scindé en sous-échantillons d'apprentissage et sous-échantillons de test. Voilà. C'était ça qui était mis en place. Et j'avais dit que c'est une procédure qui tient la route pourvu qu'on ait suffisamment d'observations. Si le nombre d'observations est relativement faible, on a des résultats qui sont très instables également. Du coup, la nature des résultats, on peut toujours s'interroger. Donc là, pour le coup, mon exemple, il était comme il était, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on le fait. C'est ça, comment on le fait sous Name et quels sont les principes qui sont derrière. C'était ça l'idée, en fait. Voilà. Ben, je vais reprendre ces idées-là. Donc, cette vidéo aussi, on va réaliser la régression logistique sous Python avec le package scikit-learn. Voilà. Et on va s'inscrire toujours dans une démarche de sélection de variables relativement similaire à ce qu'on a dans cette vidéo-là et dans cette vidéo aussi. Voilà. C'est les mêmes idées qui sont mises en place toujours, où on sélectionne un sous-ensemble de variables en se focalisant sur les performances prédictives. Et pour cela, on va se baser
sur un outil de scikit-learn, justement, c'est la sélection récursive, enfin, récursive feature élimination, parce que traduire ça, c'est le retrait récursif des variables. Voilà, c'est ça l'idée. Ben, tout simplement, hein, c'est que je prends d'abord toutes les variables, je fais une régression, je regarde la variable la moins pertinente, je l'enlève, je refais la régression, voilà, je regarde la variable la moins pertinente, je l'enlève, ainsi de suite. Sachant que pertinence, il faut pouvoir s'accorder à comment mesurer la pertinence d'une variable dans la régression. C'est l'idée. Alors, là, tel quel, dans cette procédure qui est programmée dans scikit-learn, on a la documentation 0.24.2, là, 0.24.2, là, c'est que, tout simplement, il élimine jusqu'à un certain nombre. Hein, voilà, vous avez vu, là. Et ça, bon, on ne connaît pas le nombre. Si on connaissait le nombre, justement, il y a une grosse partie du boulot qui est fait déjà. Hein. Donc, cette procédure-ci, on comprend très bien l'idée, hein, vous savez très bien, hein, et j'élimine au fur et à mesure des variables, voilà, sachant qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que la pertinence, voilà, mais il faut également que je regarde les performances prédictives, hein, que ce ne soit pas ici un paramètre, je veux tant de variables, parce que ce nombre-là, on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on se base bien sur cette idée d'élimination récursive en utilisant la validation croisée. C'est ça l'idée, c'est ça. Donc, on va travailler sur cet outil-là principalement, mais il fallait que je montre ça. Si je ne montre pas ça, on ne comprend pas le mécanisme interne. Donc, on a bien donc, ce mécanisme de retrait au fur et à mesure des variables et on va mesurer les performances de chaque scénario de résultat en validation croisée. Et du coup, on va choisir le sous-ensemble de variables qui maximise les performances en validation croisée. C'est ça l'idée, hein, on voit bien ici. Hein. Donc, on est bien dans le même schéma que cet exercice-ci qu'on avait fait sous R. Hein. Sauf que là, ce n'est pas une élimination récursive, c'est une approche forward déjà, mais surtout, l'ordonnancement de variables a été mis en place par un critère ad hoc, qui était l'incertitude symétrique, qui permettait de classer les variables. Donc, on a un critère de tri des variables qui n'a rien à voir avec la régression logistique. Voilà ce qui se passe ici. Mais bon, on se dit que déjà, ça permet de réduire l'espace de recherche. Dans l'outil qu'on va utiliser ici, on va s'appuyer sur la régression logistique pour choisir les scénarios de résultats. Et chaque scénario de résultat, on va l'évaluer via la validation croisée. Vous avez vu, hein? Donc, c'est à peu près la même idée, mais ce n'est pas le même procédé. C'est ça qui est important de voir là-dessus. Voilà. Et ça nous permet, nous, hein, d'explorer ce qui se passe dans scikit-learn. C'est ça l'idée, hein, de voir comment se passe la régression logistique dans scikit-learn et de voir quelles sont les fonctionnalités disponibles dans scikit-learn, notamment en termes de sélection de variables. Le préambule est un peu long, mais c'est très important qu'on comprenne très bien quels sont les enjeux de l'exercice que nous sommes en train de réaliser. Alors, j'ai écrit par ailleurs des tutoriels pour la régression logistique sous Python. Hein. Celle-là, qui date de l'année dernière, j'ai vraiment exploré la régression logistique sous Python en utilisant et StatsModels et scikit-learn. On peut le voir ici. Hein. Donc, 31 mars 2020, vous avez l'URL là, régression logistique sous Python. Et dans ce tutoriel-ci, j'avais étudié les deux outils. Hein. Un, StatsModels, qui est plutôt statistique cette fois-ci, hein, une vision plutôt statistique de la régression logistique, proche de celle de GLM qu'on a sous R. Hein. Et là, j'avais utilisé, voilà, scikit-learn. Donc, regardez également ce qui se passe ici, parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses hein, dans cette vidéo-ci, dans ce tutoriel-ci, qui permet de voir les choses. Voilà. Bien. Alors, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, donc il y a ce tutoriel-ci, bien sûr, j'en ai fait d'autres de régression sur la régression logistique. Hein. Regardez, il y en a une déjà où j'utilise scikit-learn, mais l'enjeu dans cette vidéo-ci, c'était le paramétrage quand on travaille sur des grandes bases. Parce que alors je ne vais pas trop le voir ici, hein, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas trop en parler parce que le focus de la vidéo, c'est regarder un peu la régression logistique sous Python avec scikit-learn et surtout mettre le focus sur la sélection de variables. C'est pour ça que voilà. Mais dans cette vidéo aussi, qui est en ligne, 20 décembre 2020, je regarde en détail justement les différents paramètres et entre autres l'algorithme d'optimisation. Hein. Regardez ici, hein, vous avez bien vu. Voilà, donc ça c'est notre vidéo également possible. Sinon, vous allez dans la liste, tout simplement dans la playlist de la régression logistique. Je vais arrêter ça, hop, voilà, dans la régression logistique. Et dans cette playlist-ci, je m'embrouille là, tac, 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 voilà. Vous avez une série d'exemples ici.
Voilà. Et certaines, justement, sont sous Python. Voilà, ça vous permettra de voir les choses. Très bien. Alors, une fois que j'ai parlé de tout ça, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va parler de la base. On va retravailler de nouveau sur la base des votes au Congrès. Alors, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, hein, l'idée c'est qu'on a des parlementaires, on veut définir le groupe d'appartenance politique de ces parlementaires-là, donc c'est américain, hein, donc soit républicain, soit démocrate, en se basant sur les votes qui sont réalisés. Hein, voilà, c'est une base qui est ultra connue, voilà, et je vais la montrer rapidement ici. C'est cette base-là, je l'ouvre, voilà. Et donc, la variable cible est là, républicain, voilà. On va, comme critère de performance, on va utiliser le taux de reconnaissance, tout simplement, l'accuracy. Et pour prédire ce groupe d'appartenance politique, on a les explicatives qui sont des variables toutes binaires, 0, 1. 1, quand il a voté yes au sujet qui a été fourni, qui a été proposé, qui a été soumis aux parlementaires. 0, quand c'est toute autre décision que voter yes. Donc, ça peut être voter no, ça peut être ne pas avoir voté, ou bien voter blanc, ainsi de suite. Ça, j'en ai suffisamment parlé. Et ce qui est intéressant ici, ce qui est remarquable, ce qui est important à voir ici, c'est que cette fois-ci, j'ai mis toutes les données dans la même feuille. Hein, on est bien d'accord là-dessus, hein, vous avez vu, hein, les 435 observations, je les ai toutes mis dans la même feuille. Ça veut dire que sous Python, quand on va importer les données, la première chose qu'il faudra faire, c'est scinder la base en échantillons d'apprentissage et tests. Hein. On a toujours les mêmes schémas de travail. Hein. Le même schéma de travail, c'est de scinder les données, tout ça. Hein. Je reviens 2 secondes là-dessus. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais bon, puisque j'en parle, je vais quand même le montrer ici. On est toujours dans ce schéma-là. On est toujours dans ce schéma-là. Voilà, donc la base qui est là, je vais la scinder en deux, mais sous Python cette fois-ci. Je ne le fais pas de manière externe dans Excel. Je vais la scinder en deux. Je crée le modèle prédictif. Je l'applique sur l'échantillon test et je vais confronter la cible observée sur l'échantillon test et la cible prédite sur l'échantillon test pour mesurer les performances. Sauf que cette fois-ci, on aura bien ce premier schéma-là et dans un deuxième temps, on aura aussi la sélection de variables à la sauce de scikit-learn avec l'outil RFE. C'est ça l'idée. Bien. Une fois que tout ça est dit, hein, donc l'enjeu il est là, on est bien d'accord. On va pouvoir commencer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai lancé Jupyter. Ça, j'ai fait des vidéos sur lancer Jupyter, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, j'ai lancé Jupyter. Une fois que je suis dans la page initiale, je vais créer un nouveau notebook. Donc, New Python 3. Et on est comme sous R, hein, tous les endroits où on a un notebook, c'est qu'on peut mettre du texte, on peut mettre du code, et on a les résultats, ainsi de suite, mettre du texte, ainsi de suite. Donc ici, le premier élément, c'est du code, je vais le changer en Markdown, et je mets un titre du style importation et préparation des données. Voilà. Donc, ce fichier-là, à la fin, hein, ce fichier-là, ce notebook-là, à la fin, je vais l'imprimer en HTML et je le joindrai au fichier que je mettrai en ligne. Ça vous permettra, vous, de voir exactement les traitements et les résultats. Alors, une fois que c'est fait là, j'insère des cells en dessous et je vais commencer justement les traitements. Alors, j'ai préparé en amont, hein, déjà, première étape toujours, modifier le répertoire de travail. J'exécute, hein. Donc j'importe ici la librairie OS, je change le dossier pour le mettre dans Rico Desktop Demo, hein, qui est là. D'accord, hein, voilà. Et ensuite, j'affiche le répertoire par défaut pour être sûr qu'on est bien au bon endroit. On est bien dans CUSS Rico Desktop Demo. Hein, remarquez la différence. Ici, je mets les séparateurs de chaque dossier ici avec des slash, mais c'est bien des anti-slash qu'il a en réalité parce qu'on est sous Windows. Je suis sous Windows. Vous serez sur Linux, vous aurez bien ici les slash. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on est au bon endroit. Ensuite, je vais importer avec les données avec Panda et j'ai remarqué que les fichiers Excel avaient un souci avec Panda pendant une petite période de la fin d'année 2020. Là. Donc, pour être sûr qu'on est bien sur le même schéma, moi, dans cette vidéo aussi, j'utilise la version 1.2.5. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Et donc, le traitement que je vais faire est en relation avec cette version-là. Hein, pour être sûr que ça marche chez moi, si vous le reproduisez chez vous, il faut avoir la version 1.2.5 ou plus récente pour avoir le même résultat. Une fois que c'est fait ça, je charge le fichier de données. Voilà, donc panda.read Excel, le nom du fichier, et la feuille, c'est la feuille vote. Hein. Il n'y a qu'une seule feuille, de toute manière, ici. Voilà. Et la première chose à faire, j'affiche les informations sur les données que je viens de charger pour vérifier que l'importation a bien fonctionné. Hein. C'est exactement comme le STR sous R.
J'exécute. Voilà. Il me dit, on a 435 observations, numérotées de 0 à 434, et on a la liste des colonnes. Il y a 17 colonnes, de 0 à 16. Les numéros commencent à 0 sur Python, hein, et sont toutes des variables numériques, entières ici, 0, 1, sauf la dernière variable groupe, qui est un objet, qui est la variable cible en l'occurrence. Tout va bien de ce côté-là. Une fois que c'est fait ça, par commodité, je vais isoler les x d'un côté, donc les explicatives, là, ça, je vais les isoler dans une variable à part, et celui-là, dans une matrice, et cette colonne-ci, je vais le mettre dans un vecteur. Par commodité, par simplicité, tout simplement. C'est ce que je fais ici. Alors, paf, tac. Donc, les explicatifs, je le mets dans grand X, qui est une matrice, donc les explicatifs, toutes numériques ici, et la variable cible, l'expliquer, je le mets dans un vecteur Y que j'ai mis en minuscule pour bien montrer que c'est un vecteur. Alors, bien sûr, première chose à faire quand on fait ça, on regarde les dimensions. On fait shape, on vérifie que tout a fonctionné correctement. C'est ce que je fais ici. Voilà, sur le X, on a 435 lignes, OK, et 16 variables. OK, bon, nickel, c'est ce que je veux. Et sur le Y, j'ai 435 valeurs, et c'est bien un vecteur, j'ai qu'une dimension. Il n'y a pas de deuxième dimension. Ce n'est pas une matrice, c'est un vecteur. On est bien d'accord là-dessus. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Très bien, une fois que c'est fait ça, du coup, je vais pouvoir scinder les données en apprentissage test. Hein. Donc là, si je reviens à mon schéma, j'ai importé les données, je vais scinder les données ici. Je recommence ça. Et pour ça, d'abord, je vais utiliser scikit-learn. De nouveau, j'affiche la version de scikit-learn. C'est un réflexe à avoir. Hein. Donc, j'importe scikit-learn, j'affiche le numéro de version. Et dans ce tuto-ci, j'utilise la 0.24.2. Il faut tout le temps vérifier la version pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit. Ou que, voilà, on est d'accord. Hein. Ça, c'est fait. Alors maintenant, donc, je vais scinder. Pour ça, je vais utiliser le train test split. Paf. Alors, je reviens 2 secondes hein, en arrière. Ça, j'en parle dans ce tuto-ci. Hein, voilà ce qu'on peut voir ici. Il y a aussi un autre tutoriel où j'en parle beaucoup, c'est Python scikit-learn ici. Si j'ouvre dans un nouveau onglet, voilà. Là également, dans ce tutoriel-ci, hein, du 16 septembre 2015, voilà, je parle aussi, c'était une des premières, vous avez vu la version, hein, elle est un peu ancienne, un des premiers tutos que j'avais fait sur scikit-learn, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, qu'est-ce qui est intéressant et tout ça. Je voyais arriver Python à fond la caisse dans toutes les études, dans tous les commentaires, dans tous les articles. Et bien sûr, je ne peux pas passer à côté de ça. J'enseigne à des étudiants qui vont en entreprise. Donc, il faut que je regarde qu'est-ce qui est bien pour ces étudiants-là et quels sont les outils, justement, qui est important qu'ils aient dans leur panoplie quand ils se présentent sur le marché du travail. C'est ce qu'on peut voir. Voilà. Donc là également, il y avait 2 tutos que je mettrai en référence tout à l'heure de toute manière. Il y a celle-ci, c'est septembre 2015, et celle-ci également, voilà, du mars 2020. Alors, donc, ces éléments-là, vous les trouverez plus ou moins, ce que je fais dans les vidéos, vous le trouverez plus ou moins dans ces tutoriels-ci. Voilà. Sauf que dans le tutoriel, je prends le temps de tout expliquer. Là, il faut que j'avance. Très bien. Alors, cette fois-ci, donc, j'importe l'outil train test split et je l'applique sur les X et les Y. Train size, c'est 235 et en complément, test size, ce sera 200. Voilà. Je n'ai pas besoin de spécifier ici. Là, ce qui est intéressant, c'est que le Stratify, je dis qu'il faut que la distribution de la variable cible soit la même dans l'échantillon d'apprentissage et test et respecte ce qu'il y a dans l'échantillon initial. Alors, sur les grandes bases, ce n'est pas très important parce que de manière asymptotique, on aura bien ces éléments-là. Et sur les petites bases, c'est important de bien s'assurer qu'on a bien la même répartition des positifs et négatifs, des classes en tous les cas, dans l'échantillon d'apprentissage des tests. C'est important surtout quand on travaille sur des petites bases et qu'on travaille sur des classes déséquilibrées. Parce qu'il y a un risque, c'est que vous avez uniquement que la classe cible dans l'échantillon d'apprentissage et pas de classe cible dans l'échantillon test, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça ne coûte rien de rajouter cette option-là, et ça permet d'avoir des résultats plus stables. Donc, regardez la thèse de Rohan Kohavi, je ne sais pas si elle est encore en ligne, voilà, mais il a beaucoup travaillé sur ces aspects-là, il a montré les différentes propriétés des algorithmes de rééchantillonnage, enfin d'évaluation, avec des algorithmes de rééchantillonnage ou hold-out simplement, et l'influence que peut avoir la stratification dans ce cadre-là. Alors, j'ai mis un random stat ici, tout simplement pourquoi j'ai mis ce random stat là, pour être sûr que si vous refaites l'exercice, vous avez les mêmes résultats que moi. C'est juste pour ça. Voilà.
Si je ne mets pas le random stat, à chaque exécution, on peut avoir des résultats légèrement différents. Ce qui en soi n'est pas choquant. Hein. N'oublions pas qu'on travaille sur de l'inférence, de l'inférence statistique. Donc, on travaille sur un échantillon et il y a une forme de variabilité à travailler sur un échantillon. On change d'échantillon, on aura des résultats différents. C'est tout à fait normal. Mais bon, ça, c'est tout à fait normal pour un statisticien, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas les statistiques, c'est très choquant qu'il lance 2 fois le même calcul, on a des résultats différents. Voilà. C'est pour ça qu'on met le random statistique, comme ça l'expérimentation est reproductible à l'identique. J'exécute, voilà, ça a marché. Première chose à faire, on vérifie tout le temps les dimensions. Je fais sur les X, je sais que ça marche sur les Y. Vous avez vu, hein? Donc là, X-train, X-test, ça c'est les matrices des variables explicatives, et Y-train, Y-test. Hein? Dans cet ordre-ci, vous les récupérez dans cet ordre-ci. D'accord, hein? Train test split s'applique sur X et sur Y, et les résultats, vous les récupérez dans cet ordre-ci. Il ne faut pas s'embrouiller à mettre ici dans le désordre les variables. Non, ça ne va pas le faire. Hein? Très bien. Alors, je regarde, effectivement, X-train shape, 235 observations, 16 variables, X-test shape, voilà, X-train shape, c'est ça, et X-test shape, c'est 216. Voilà. Donc, normalement, Y-ten, Y-test, ça va marcher égal. Vous pouvez vérifier chez vous. Hein. Une fois que c'est bon, donc on va passer l'étape suivante. Maintenant, on va réaliser la modélisation sur l'échantillon d'apprentissage et on va essayer de voir la teneur des résultats. Donc, de nouveau ici, je mets un markdown et je mets un titre, paf, paf, voilà, modélisation et lecture des résultats. Bien. Une fois que j'ai fait ça, j'insère c'est le bilot. Alors, je sauvegarde au fur et à mesure, vous avez remarqué, c'est toujours important, mais bon, dans un markdown, sauf si la machine plante, on ne devrait pas trop près son travail. Alors, en ligne, hein, bien sûr, il y a la doc qui explique la logistique régression. Alors, encore une fois, hein, je ne vais pas trop m'attarder sur les paramètres ici. Hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai montré laquelle ici, hein, c'est celle-ci. Voilà, enfin, je l'ai montré tout à l'heure, mais là, je ne vois plus. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a une série de paramètres. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, hein, entre autres sur la régularisation, hein, avec le paramètre C, avec le type de pénalité et tout ça. Alors, ça, c'est une autre histoire, ça. Ça, c'est une autre histoire qui est très importante quand on travaille. Sur les bases visuelles, ça va, mais sur les bases inversées, où le nombre de descripteurs est plus élevé que le nombre d'observations, là, ça devient important pour le coup. Mais bon, ici, on est plutôt sur une base classique, on va tous s'embêter là-dessus. Base classique, je remarque également que toutes les variables sont exprimées dans la même unité. Hein. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Allons-y alors. D'accord. La première chose, c'est que j'importe la librairie pour la régression logistique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À partir de scikit-learn dans le module linéaire modèle, j'importe la régression logistique. Très bien. Ensuite, je l'instancie et je lance les calculs. C'est ce que je fais ici. Là, j'instancie en mettant les paramètres par défaut. Du coup, je ne mets aucun paramètre, donc il va utiliser les paramètres par défaut. Et ensuite, je lance les calculs. X, c'est X-train, la base d'apprentissage, les descripteurs de l'échantillon d'apprentissage. Et Y, c'est Y-ten, la variable cible sur la base d'apprentissage. Je lance les calculs. C'est que ça va bien. S'il n'y a pas de fenêtre rouge, c'est que tout va bien. Donc, très bien. Alors, je vais afficher les résultats. Parmi les résultats intéressants, c'est l'intercept, la constante. N'oubliez pas ça. Hein. On a le A0 là, donc c'est l'intercept là que je vais afficher. Et ensuite, on a les coefficients A1 jusqu'à AP. J'affiche l'intercept. Très bien. Donc, le A0, c'est moins 2,21. Et les coefficients, ils sont là. Voilà. Très bien. On a les coefficients. Et vous avez vu qu'on a une structure où on a une liste de listes. Donc, il faudra s'en rappeler tout à l'heure. On s'en rappeler de ça tout à l'heure. Hein. Vous avez bien, il n'y a pas un seul couple de crochets là. Hein. Il y a 2 crochets qui s'imbriquent. Donc, et pour accéder à cette partie intérieure là, il y aura une commande supplémentaire. Hein. On peut pas. Si je fais que coef là, on a la liste de listes qu'on a. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Très bien. Alors, voilà les coefficients. Donc, si je regarde le A1, A2 et tout ça, et là, il faut quand même voir que l'affichage n'est pas terrible. On est absolument d'accord là-dessus. Hein. On ne se rappelle plus de l'ordre des variables. On peut voir l'ordre des variables ici. Donc, ici, le coefficient de handicaped enfant, là,
infant, là, c'est le moins 0,06. Ensuite, le coefficient de Water Project Cost Sharing, c'est le moins 0,54, ainsi de suite. C'est pas terrible, on est d'accord. C'est pour ça que moi, généralement, je mets le vecteur de données dans une structure Panda à laquelle j'associe les noms des variables. C'est ce qui se passe ici. Donc, je crée une variable temporaire, temp, et c'est une structure Panda où je mets les coefficients, crochet 0, pour avoir que la partie intérieure, là, sinon on n'a pas une seule dimension, hein, voilà. Et en index, je mets le nom de variable dx, des explicatifs. Voilà. Et en colonne, je mets le terme coef, pour qu'il apparaisse en tête tout simplement, hein, si je veux le manipuler par la suite. Donc, c'est ce qui se passe ici. Bien, et on a les coefficients comme ceci. Bon, très bien. Là, c'est quand même déjà un peu plus sympathique, on est bien d'accord là-dessus. Alors, là, j'ai plusieurs choses à dire. Il y a un élément important dans RFE, regardez là, regardez ici. Il va dire, je vais sélectionner au fur et à mesure les variables, et pour ça, j'ai besoin d'évaluer la pertinence des variables pour enlever celle qui est la moins pertinente et l'enlever. Voilà. Et donc, il le dit ici, voilà, tac, 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 j'ai besoin d'un importance getter, hein, qui me dit, voilà les variables les plus importantes, et surtout, variable la moins importante, celle-là qu'il faudra donc enlever. Cette importance-là, il y a deux outils pour le faire. Soit l'outil fournit un objet, une propriété feature importance, et il va s'appuyer là-dessus, soit on a un modèle linéaire, un classifieur linéaire, avec une combinaison linéaire de variables, et donc des coefficients, et il va ici appuyer sur coefficient. Nous, on a les coefficients. Voilà, donc on peut s'appuyer sur les coefficients donc, pour choisir, pour identifier donc, la variable la moins intéressante. En regardant les coefficients, ici. Très bien. Pourquoi les coefficients sont comparables? Les coefficients sont comparables dans mon exemple là, parce que les variables sont exprimées toutes dans les mêmes unités, c'est toutes des variables binaires 0, 1. C'est pour ça que les coefficients qui sont là sont comparables et qui permettent d'identifier l'importance des variables. Voilà ce qui était important. Voilà ce qui était très important dans cette histoire-là. Si les variables explicatives ne sont pas exprimées dans les mêmes unités, cette idée d'identifier l'importance de variables en se basant sur les coefficients n'est pas bonne du tout. Elle est fausse. Elle est fausse. Hein, elle est fausse. On est d'accord là-dessus. Vous ne pouvez pas identifier l'importance des variables en vous basant sur les coefficients si les variables elles-mêmes ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. Il faut utiliser d'autres outils, notamment la standardisation des variables. Mais brut, là, les coefficients tels quels, là, on ne peut pas les utiliser. Dans mon exemple ici, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce que toutes les variables sont exprimées dans les mêmes unités. Du coup, les coefficients là vous donnent aussi l'importance des variables. S'il y a quelque chose à retenir de ma vidéo, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être ce que je viens de dire là. C'est très important qu'on comprenne bien ce mécanisme-là. Bien. Sinon, s'ils ne sont pas exprimés dans les mêmes unités, il faut d'abord standardiser les variables avant de lancer les règles statistiques. Dans certains cas, d'ailleurs, pour certains algorithmes d'optimisation, c'est tout le temps conseillé, ça. Genre la descente de gradient stochastique, par exemple. Très bien. Alors, du coup, je vais essayer de trier les variables, de présenter les variables, voilà, en les triant selon le coefficient, de manière décroissante, pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais lancer. Voilà. Alors, la variable la plus importante, c'est physicien de Phi-Freeze. C'est le coefficient le plus élevé. La deuxième variable la plus importante, c'est pas éducation spending, c'est Sinful Corporation de Cubes, là. Il est là. Parce que c'est la deuxième qui a la valeur absolue la plus importante de coefficient. Vous avez bien vu. Hein? Donc, trier selon les coefficients, là, c'est déjà une bonne idée. Hein, mais en fait, la variable la moins importante, ce n'est pas celle-ci. On est bien d'accord, celle-ci. On est bien d'accord là-dessus. C'est la variable qui a le coefficient le moins élevé en valeur absolue. Parce qu'il entraîne la plus petite modification du logit quand il passe de 0 à 1. Voilà ce qui se passe. Donc, la moins importante, c'est celle-là, en fait. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trier les coefficients, mais je dois les trier les coefficients selon la valeur absolue du coefficient pour avoir l'importance des variables. Donc, c'est ce que je fais ici.
Donc, j'utilise tout le temps le sort values, hein, by coef, on est d'accord, hein, sort value by coef, c'est ce que je fais ici, sort value by coef, ascending égale à false pour dire que c'est de manière décroissante, et sauf que la clé, cette fois-ci, je vais la changer, je vais la dire, fais une fonction lambda, une fonction temporaire qu'on utilise à la volée, et de la valeur de coefficient que tu obtiens là, parce que c'est bien coefficient qui va le manipuler, prends plutôt la valeur absolue du coefficient. Voilà ce qui est écrit là, si je traduis ça en français. On est bien en train de trier sur le coefficient, voilà, de manière décroissante, mais au lieu de prendre le coefficient brut, il faut que ce coefficient-là, tu se transformes en prenant la valeur absolue. Voilà, je réexécute, paf. Et maintenant, on a le bon résultat. Qu'est-ce qui se passe? La variable la plus impactante, c'est physicien de Freeze, voilà, parce qu'il a le coefficient le plus élevé en valeur absolue. La deuxième variable la plus impactante, c'est Sinfluence Corporation Curve, voilà. Et la variable qui a le moins d'importance, c'est handicapé d'enfance. Voilà. Là aussi, c'était très important de bien comprendre ce mécanisme. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'applique cet algorithme-là, hein, de retrait récursif des variables, si j'applique cet algorithme-là, qu'est-ce qui se passe tout simplement? La variable qui va enlever, c'est celle-ci, hein, c'est celle-ci qui va enlever, et ensuite, il va relancer la régression logistique sur les variables restantes. Ensuite, il va trier selon les coefficients de manière décroissante selon la valeur absolue du coefficient, et celle qui est la plus petite valeur absolue du coefficient, il va l'enlever jusqu'à ce qu'on tombe sur la règle d'arrêt. Sauf que la règle d'arrêt, pour nous ici, hein, dans cet algorithme de base, c'est un nombre de features. Là, cette fois-ci, en revanche, ce sera bien, on va identifier la solution la plus pertinente en utilisant la validation croisée, exactement comme on avait vu ici. Mais là, encore une fois, hein, le tri des variables était basé sur un autre mécanisme. Et cette fois-ci, on est sur un autre mécanisme de tri de variables pour les enlever au fur et à mesure, ou pour les rajouter au fur et à mesure d'ailleurs. C'était une possibilité également. J'espère que tout le monde a bien saisi ces idées-là. Hein. Voilà. C'est vraiment très important de pouvoir situer les différents exercices selon l'outil utilisé déjà, bon, ça c'est évident, mais surtout selon les mécanismes que nous sommes en train d'étudier dans chaque exercice. On a une vidéo là, tous les deux sont basés sur la sélection de variables. Là, je suis en train de faire une vidéo où je reparle de la sélection de variables, mais toujours avec un cadre différent, avec une stratégie différente de recherche des solutions. Le machine learning est un domaine particulièrement exploratoire, et c'est à nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, de bien sérier qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je dois lire à chaque étape de mes résultats. On est d'accord là-dessus. Alors, je continue, moi, hein, tout va bien. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, alors, bon, j'ai mon modèle. Hein, là, c'était tout simplement pour comprendre ce qui se passe. Je vais faire donc l'évaluation en test. Voilà, donc évalue en test. Donc là, je vais faire Markdown. Je mets mon petit titre là. Voilà, évaluation sur l'échantillon test. Voilà. Bien. Alors, comme d'habitude, hein, voilà, je fais la prédiction sur l'échantillon test. Voilà, hein, donc prédicte. Ici, l'objet issu de la régression logistique, la LR, hein, que j'ai instancié ici, ensuite que j'ai appris, j'ai entraîné ici. Voilà, j'appelle la fonction prédicte sur les descripteurs de l'échantillon test. On est bien d'accord là-dessus. J'ai une prédiction, voilà, et je vais comptabiliser le nombre des républicains et puis démocrates. Hein, fournis par la prédiction. Donc là, j'utilise NumPy, j'utilise Unique pour comptabiliser les items qu'il y a dans la prédiction et je vais les comptabiliser, je vais les compter. Hein, pour identifier les différents items possibles, il y en a 2 normalement, et là, je les comptabilise. J'exécute, voilà. Il y a 2 items possibles dans la prédiction, démocrate, républicain, il n'y a absolument pas de surprise là-dessus. Et il y a 126 parlementaires de l'échantillon test qui sont prédits démocrates, 74 qui sont prédits républicains. Il y a 200 en tout dans l'échantillon test, n'oublions pas ça, hein. On est bien là-dessus. Voilà. Et donc, on a fait la prédiction là. C'est cette colonne-là qu'on est en train de construire. Du coup, il faut confronter les deux pour créer la matrice de confusion. Et sous scikit-learn, il y a un outil simple pour ça, c'est Matrix. Donc, c'est ce que je fais ici. Hein. Voilà. Donc, j'importe l'outil Matrix de scikit-learn et j'appelle la méthode confusion matrix qui met en opposition les Y observés sur l'échantillon test
et la prédiction d'Y sur l'échantillon test. On est bien. La colonne bleue, c'est le observé, et la colonne ici rose, orange, enfin voilà, c'est la prédiction. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on fait tout le temps la même chose, mais différemment à chaque fois. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que ça donne une multiplicité de points de vue sur la même chose. Hein. C'est comme si on prend, je ne sais pas, un objet quelconque, une pomme, on la regarde par en haut, on la regarde par en bas, on la regarde par en dessous, on la tourne à côté, après on va l'ouvrir, on regarde à l'intérieur, ainsi de suite. C'est ça ce qui se passe ici, avec des outils différents. On peut utiliser un découpeur laser, on peut utiliser un scalpel, ainsi de suite. Voilà, on a la matrice de confusion, on a 7 individus classés sur les 200, tout simplement. Alors bon, je peux calculer à partir de cette matrice-là, je peux calculer les taux d'erreur et tout ça, hein, mais bon, il y a un outil pour ça, c'est le classification report, c'est ce que je montre ici. Hein. Donc là, j'appelle ici classification report. De nouveau, je mets en opposition la classe observée et les classes prédites, voilà, et on est bien toujours dans le module Matrix. Je lance. Voilà. Et on a les précisions rappels par classe, bien sûr, les F1 score. On pourra en parler une autre fois de ça. Et ce qui m'intéresse avant tout, moi, c'est l'accuracy sur l'échantillon test 96. Voilà, donc le taux d'erreur est 4%. Voilà ce qu'on peut voir ici. Bien, très bien. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu principalement, c'est comment lancer la régression logistique en utilisant scikit-learn sous Python et comment évaluer le modèle qu'on a construit dans ce cadre-là. On a fait ce schéma-là. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait une sélection de variables en utilisant l'outil que j'ai montré tout le long tout à l'heure. Très bien, donc là, de nouveau, je vais en Markdown et je parle de sélection de variables. Voilà, et j'exécute. Bien, alors déjà, il faut que j'importe l'outil. Donc, j'importe l'outil ici, voilà. Je lance, ça a marché. On est bien d'accord. Hein. Donc, cette fois-ci, toujours dans scikit-learn, on va dans le module feature sélection et on emporte la classe RFECV, hein, Recursive Feature Elimination, en utilisant la validation croisée. Très bien. Alors, je l'instancie. Comment je l'instancie? Je l'instancie en disant, donc l'estimateur utilisé, c'est la régression logistique, celui qu'on a appris tout le long là. Hein, c'est l'objet qu'on a construit tout le long ici. Hein, voilà. Ensuite, dans la validation croisée, on va faire une disfold cross-validation. Hein, voilà. Regardez le cours, il est en ligne, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, hein. Et n'oubliez pas que la validation croisée, c'est pour estimer les performances du modèle construit sur la totalité de l'échantillon. Cette idée-là, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et la mesure de performance qu'on va utiliser pour étudier et pour identifier la solution optimale, au sens de la performance prédictive, ce sera l'accuracy. Il y a d'autres outils possibles. On peut utiliser également l'AUC de la courbe ROC, on peut utiliser également le F-score, ainsi de suite. Hein. Regardez la doc de scikit-learn. La doc de scikit-learn, c'est comme la doc de SAS. Il faut la lire. Hein. Il faut la lire si vous avez du temps à passer, si vous ennuyez. Voilà, allez lire la doc de scikit-learn, comme la doc de SAS d'ailleurs. Lisez-la en détail, il y a des idées très intéressantes sur d'abord ce qui est implémenté dans les outils et sur la manière de mener des études de machine learning, justement. Voilà. Très bien. Ensuite, il me fait ça, donc je lance le fit sur l'échantillon d'apprentissage et sur l'échantillon d'apprentissage, le X, et sur le Y de l'échantillon d'apprentissage. L'échantillon test ne doit jamais intervenir dans ce processus-là. Hein. Il intervient à la fin. Quand on a trouvé la meilleure solution, c'est là seulement qu'on le fait intervenir. On est bien d'accord là-dessus, hein, exactement comme on avait fait sous Nine ici. Hein. Quand je faisais la sélection de variables, là, dans le processus sous Nine, voilà, l'échantillon et de test n'est jamais intervenu. C'est une fois que j'ai identifié le sous-ensemble de variables optimales que j'ai vérifié ses performances sur l'échantillon de test. Ici, c'est pareil. C'est pareil. La seule chose qui est différente par rapport à NIME, c'est la stratégie de tri des variables pour savoir qui c'est et quelles sont les variables que je vais éliminer donc au fur et à mesure. Ou bien dans NIME, c'était quelles sont les variables que je vais rajouter au fur et à mesure. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Là, j'exécute. Très bien.
Voilà, c'est assez rapide parce que la base est toute petite, hein. Si vous avez des grandes bases, si vous avez 500 000 observations, il faut bien réfléchir à 2 fois avant de lancer ce type de procédure-là. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire, peut-être, hein. Je ne sais pas, hein. Mais la validation croisée, là, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur une base de 500 000 observations avec, je ne sais pas, 200 variables. Genre, bon, vous faites toujours si vous voulez, hein, mais bon, ça risque de durer un petit moment. Lui, il a trouvé. Maintenant, ce qui est important, c'est d'inspecter les résultats. Hein, parce que, OK, c'est bien ça, hein, mais inspectons les résultats pour savoir ce qui se passe réellement. Alors, comment j'ai procédé? Tout simplement, je suis allé dans la doc et j'ai eu... Voilà. Il y a tout un tas de trucs là. Bon, des propriétés. Hein. Ben, essayons de voir que veut dire chaque des propriétés. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai regardé chaque propriété, je l'ai lancé et je l'ai étudié. C'est ce que je reproduis aussi. Mais c'est ce qui se passe. Quand vous travaillez sur scikit-learn, OK, déjà, il faut lire les paramètres qui sont là. Hein, ça serait pas mal, ça. Et une fois que vous avez des résultats, regardez les propriétés de l'objet pour savoir quelle est la teneur de résultats transmis par chacune des propriétés et comment vous pouvez l'exploiter. Alors, très bien. Donc, la première que je vais voir, c'est grid score. Qu'est-ce que c'est que ce fameux grid score? Dans Grid Score, vous avez le taux de reconnaissance pour chaque étape. Regardez ici, hein. Ce qu'il fait, c'est que à chaque étape, il supprime une variable. Comme je n'ai pas modifié ce paramètre-là, il a pris la valeur par défaut. À chaque étape, il supprime une variable au fur et à mesure. Donc, le modèle a 16 variables. Le premier modèle qu'il a construit, voilà les performances en validation croisée. Il a enlevé la variable la moins pertinente, voilà, au sens du coef, de la valeur absolue du coefficient. J'ai montré comment on pouvait voir ça. Une fois qu'il l'a enlevé, il a relancé le modèle et il a mesuré les performances ici en validation croisée. Bien vu, hein? Et là, donc, on est à le modèle à 15 variables. Et là, on est à le modèle à 14 variables. Là, le modèle à 13 variables et tutti quanti. Et là, c'est le modèle où il y a une seule variable. Donc là, c'est le modèle où il y a 2 variables. Là, c'est le modèle à 3 variables, ainsi de suite. Alors bon, comme ça, OK, hein, pourquoi pas, hein, mais un petit graphique, c'est quand même mieux. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc, j'utilise Matplotlib. Hein, et ce que je mets dans mon graphique, c'est le lien entre le nombre de variables sélectionnées et les performances associées. C'est ce que je fais. Hein. Donc, ici, je génère des numéros de variables de 1 à 16, parce qu'il s'arrête avant la dernière valeur, hein, avec un pas de 1. On est bien d'accord, hein, il commence bien à 1, là, il va s'arrêter à 16, il s'arrête toujours à la valeur d'avant. Ce Python, on est d'accord là-dessus. Et cette fois-ci, je mets cette grille de score-là enfin, sur l'ordonnée graphique. Là, on est sous l'abscisse ici. Paf. Et voilà. Et donc, on voit, hein, là, je retire au fur et à mesure, donc 16 variables, 15 variables, 14, ainsi de suite. Quand on était à 6 variables, ça, bon, les performances, ce n'est pas non plus mirobolant en termes de... Voilà. Mais là, on a les performances mesurées en validation croisée, on est d'accord, hein, hein, voilà. Et la solution optimale, ce serait une solution à 3 variables. Parce que c'est là qu'on a le taux de reconnaissance le plus élevé mesuré en validation croisée. Vous avez vu là, hein, c'est ça. Bon, OK, alors, mais quelles sont ces 3 variables-là, alors, hein? Parce que, OK, la solution la meilleure au sens de l'outil, c'est une solution à 3 variables. C'est ce qu'on voit ici. Mais quelles sont ces 3 variables-là? Alors, déjà, vérifions qu'il a bien choisi 3 variables. Il y a une propriété pour ça, c'est nFeatures. Donc, celle, c'est l'objet sélection de variables que j'ai instancié ici. Hein, on est d'accord là-dessus. Hein? Voilà. Alors, j'exécute. Voilà, il m'a dit 3 variables. Heureusement, s'il n'avait pas mis 3 variables, on était mal. Hein, parce que ça veut dire qu'on n'a pas su lire correctement ce graphique-là. Mais OK. Donc, effectivement, la solution optimale, elle est là. Voilà. Et c'est bien une solution à 3 variables. Très bien. Quelles sont ces variables-là? Il y a un outil qui est intéressant, c'est le masque de support. Regardons ce qu'il y a dans support, qui est une propriété de celle toujours. On a false, true, ainsi de suite. Donc, les variables qui correspondent à true sont les variables sélectionnées. Et false, ça veut dire que les variables non sélectionnées. Et si on regarde bien, il y a 3 valeurs true dans ce vecteur. Déjà, c'est un vecteur à 16 valeurs, parce qu'il y a 16 variables explicatives, on est bien d'accord là-dessus. Et il y a 3 valeurs qui correspondent à true, c'est les variables sélectionnées.
Alors, une fois que j'ai ce vecteur-là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appliquer aux colonnes pour identifier ces variables-là. Vous avez bien vu, hein? X colonnes de cell support. D'accord, hein? Pour savoir quelles sont les variables qui correspondent à true ici. Paf. Et on a les noms des variables sélectionnées. Hein? C'est adoption au but géré, ensuite physicien de Fifries et Sinfeld Corporation. Voilà. Et ben voilà, voilà comment il fonctionne. En fait, on peut aller plus loin en réalité. Parce que chaque valeur ici, en fait, c'est un scénario de solution. Si on ne prend qu'une variable, on aurait tel taux de reconnaissance en validation croisée. Si on prend deux variables, tel taux de reconnaissance en validation croisée. Si on prend trois variables, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il y a un outil qui permet de voir les solutions alternatives, les différents scénarios de solutions. C'est la propriété ranking. Et voilà. Donc, c'est la même chose que support. Enfin, c'est à peu près la même chose que support, sauf que cette fois-ci, on a une numérotation. La première solution, ce serait une solution qui prend la variable numéro 2, parce que ça commence à 0, hein, la variable numéro 3, du coup, et cette variable-ci. Très bien. Ça, c'est la solution numéro 1 qui est optimale. Regardons, est-ce que ça correspond à ce masque-là? Donc, regardez comment je fais. Donc, je refais x.columns de nouveau, et cette fois-ci, je regarde les rankings qui correspondent à 1. Si tout va bien, on doit retrouver ces variables-là. Sinon, ça ne va pas le faire du tout. On est d'accord là-dessus. Hein? Exécutons. Eh bien oui, on est bien d'accord là-dessus. Si on prend la deuxième type de solution, voilà, la solution 2, on rajouterait cette variable-ci. La variable qui est le numéro 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Si on veut la troisième solution, on rajouterait aussi cette variable-ci. Alors, par exemple, si on veut la troisième solution à 5 variables, parce qu'il s'agit bien de là, hein, 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Si on veut la solution numéro 3 à 5 variables, quelles seraient les variables sélectionnées? À ce moment-là, je mets une commande comme ceci. Vous avez vu, hein? X colonne, cell ranking inférieur ou égal à 3. Et on aurait les trois variables initiales qu'on avait choisies, adoption officielle là, et en plus, on aurait El Salvador Aid dans la solution et l'éducation spending dans la solution. Et cette solution à 5 variables-là, elle est ici. Vous avez vu? C'est ça l'idée. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça montre encore une fois la nature purement exploratoire du machine learning. Et ce qui est très intéressant avec scikit-learn, c'est que avec cet outil RFE, on a la possibilité de trier les variables et d'inspecter en détail les solutions. Voilà, hein, et de regarder ce qui se passe. Alors moi, je ne connais pas la politique, encore moins la politique américaine, hein, donc je ne sais pas quels sont les enjeux derrière ces différents votes-là, mais un expert politicien des années 80, c'était en 84 ce fichier-ci, il saura vous dire, voilà, pourquoi cette variable-là est très importante, pourquoi cette variable-là est vraiment clivante avec les démocrates républicains, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus, regarder les coefficients, regarder les signes de coefficients et comprendre pourquoi il a en fait autant d'impact dans la discrimination du groupe d'appartenance politique, ainsi de suite. C'est tout l'intérêt. Mais encore une fois, en machine learning, il n'y a pas de solution absolue. On a des scénarios de solutions. Et l'intérêt de cet outil-là, c'est qu'il fournit des scénarios de solutions intelligibles. Et on a la possibilité de les explorer. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. J'adore scikit-learn et j'adore Python. Parce que réellement, on a la possibilité d'aller dans le détail de ce que nous sommes en train de faire pour comprendre exactement la portée des résultats que nous sommes en train de mettre en œuvre. Bon, une fois que j'ai le modèle sélectionné là, avec ces trois variables, donc je reviens à ce modèle-ci. Quelles sont les performances en test alors? Regardons ce qui se passe. Donc là, de nouveau, donc paf, là, je fais la prédiction sur l'échantillon test avec les variables sélectionnées. Donc là, je prends celle, c'est l'objet de sélection, je prends l'estimator qu'il a choisi, c'est l'estimation à trois variables, celle qu'il a choisie ici, dans ses supports, avec ça, 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 il y en a bien trois variables, et je fais appel au prédict de cet estimateur optimal. Bien sûr, c'est un modèle à trois variables, il faut également que l'échantillon test, voilà, je le filtre en ne conservant que les variables sélectionnées. On est bien d'accord là-dessus. Sinon, là, il est déphasé dans les colonnes, là. Et du coup, il fait un calcul qui est totalement faussé.
On est bien d'accord. Donc, il faut également que la matrice d'échantillon test que je soumets au prédict soit la matrice avec uniquement les variables sélectionnées. C'est pour ça que le support intervient ici. Voilà. Une fois que j'ai fait le prédict, de nouveau, je vais comptabiliser les prédictions républicaines. Voilà, 125-75. Est-ce qu'il le fait à juste titre? Je fais la matrice de confusion. Je construis la matrice de confusion. C'est ça, hein, avec Y-test et PredCell cette fois-ci, prédiction avec le modèle et les variables sélectionnées. Et cette fois-ci, on a 8 individus mal classés. C'était 7 tout à l'heure. On a réduit le nombre de variables à 3, et cette fois-ci, c'est 8. On ne va pas s'énerver pour un individu mal classé supplémentaire sur 200. Hein, c'est 1 sur 200. Voilà. Donc, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on a gagné. Pourquoi? Parce qu'on a réduit, on a un modèle qui a des performances relativement identiques, voilà, avec moins de variables, donc plus facile à interpréter, plus facile à déployer, ainsi de suite. Souvent, l'enjeu de la sélection de variables, c'est ça, c'est qu'on simplifie le modèle en maintenant le niveau de performance. J'en ai suffisamment parlé dans les autres vidéos, je ne reviens pas trop là-dessus, mais c'était ça l'idée. Alors, bien sûr, également, je peux voir les performances globales. Voilà. Et voilà, on tombe ici. Bon, sur 1 sur 200, ça n'apparaît pas ici, bien sûr, hein, parce qu'on n'a que 2 chiffres après les virgules. Et on peut comparer, bon, vous pourrez le faire chez vous, comparer dans le détail sur quelle classe on a perdu, sur quelle classe on a gagné, ainsi de suite. Voilà, j'ai fini là-dessus. Alors, ce qui était important de bien voir dans cette vidéo aussi, c'est voir comment on fait de la régression logistique sous Python via scikit-learn, sauf que j'avais déjà écrit une série de tutoriels là-dessus. Et là où j'ai vraiment voulu aller plus loin, c'est voir le fonctionnement de cet outil-là de manière générique, et en particulier donc la version où on utilise la validation croisée pour sélectionner le meilleur sous-ensemble de variables. Voilà ce qu'il fallait voir là-dessus. Excellent travail à tous.